Bonjour à tous, mon nom est Mirka et je suis adjointe aux affaires publiques à la CFA et je serai votre animatrice aujourd'hui. La CFA est heureuse de vous offrir cette série d'ateliers de formation continue en ligne et espère que vous apprécierez leur contenu. Ces formations sont rendues possibles grâce à l'appui financier de diversification économique de l'Ouest Canada et du secrétariat francophone de l'Alberta. J'aimerais tout d'abord passer à travers quelques petits détails techniques. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous avez de la difficulté à m'entendre, utilisez l'option Q&A qui se trouve au coin gauche de votre écran. Et de cette façon, je pourrais en fait faire les suivis pour que vous puissiez avoir une meilleure réception sonore. Cette option de Q&A va aussi vous servir lorsqu'il va venir le temps pour les questions. Donc, vous avez juste à cliquer, m'envoyer vos questions tout au long de la session et notre présentatrice va passer à travers à la fin de sa présentation. Donc, n'hésitez surtout pas à les poser. J'aimerais sans plus tarder, vous présenter notre présentatrice aujourd'hui, en fait, Mireille Péloquin, pardon, qui sera avec nous tout au long de ce 45 minutes. Bonjour Mireille et merci d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, tout d'abord, peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas Mireille, Mireille a été, petite seconde, on a quelques difficultés techniques. Je pense que vous n'entendez pas Mireille, juste un instant. Oui, je pense que là, bonjour Mireille. Bonjour. Désolée pour ce petit détail technique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Mireille, je vais vous la présenter un peu. Elle est diplômée en gestion des ressources humaines de l'Université de Grant McCarran en 2011. Mireille, elle travaille pour la francophonie depuis près de 15 ans, plus de 15 ans, pardon. Elle a passé les 9 dernières années à la CFA régionale de Lethbridge, 6 ans au secrétariat provincial et maintenant, elle est directrice générale de l'IGLF, l'Institut Guy Lacombe, et de la Fédération des parents francophones de l'Alberta. Donc, sans plus tarder, pardon. Oui, pardon, Mireille, ses expériences varient en tant qu'agente de projet, commissaire d'école, en passant par l'animation culturelle et la recherche de financement. Elle a aussi dirigé la création d'outils de formation pour la CFA, ainsi que pour l'ensemble des bénévoles et des employés du milieu associatif en Alberta. Donc, Mireille, sans plus tarder, je te passe la parole et je vous souhaite à tous une bonne présentation. Merci et bonsoir. Alors, j'ai été demandée par la CFA de vous présenter un webinaire sur la gouvernance communautaire. Et je veux juste vous dire que je ne suis pas experte. Le 45 minutes qu'on va passer, on va parler en termes très généraux parce que la gouvernance, c'est un domaine qui est très vaste. Et il y a plusieurs différents modèles. Le modèle dont je vais vous présenter ce soir, c'est le modèle qu'on connaît qui est le plus commun en Alberta, qui passe par ce qu'on appelle l'acte de la société, Societies Act of Alberta. Actuellement, en Alberta, dans les organismes à but non lucratif qu'on connaît, il y a deux formations de gouvernance et c'est Societies Act of Alberta et aussi ACFA Act. Alors, les associations canadiennes françaises, les régionales, ainsi que la CFA provinciale, ont leur propre loi qui les gère, mais la majorité des organismes, autres que ceux qui sont dans le domaine de la CFA, opère avec Societies Act. Une chose qui nous relie, qui est commun entre tous, c'est qu'on a tous des statuts et règlements. Et les statuts et règlements, c'est vraiment moi j'appelle ça notre permis de conduire. Quand on conduit un auto, tout le monde sait peut-être comment conduire un auto, mais on n'a pas nécessairement, on a tous besoin d'une licence pour être capable de le faire. Alors peut-être on sait comment gouverner ou comment gérer un organisme, mais on a besoin d'une licence pour le faire. Et cette licence-là vient des statuts et règlements. Alors, statut et règlement, il y a deux termes. Il y a statut, il y a le terme statut et le terme règlement. Alors, les deux veulent dire statut, c'est vraiment la licence, c'est ton permis. Et règlement, c'est l'aspect, les règles de la route. Quand on parle de conduire, si on compare à conduire un véhicule, les règlements sont, on peut pas tourner à la gauche à la lumière rouge,
on doit céder au trafic, etc. On doit suivre certains règlements. Alors, ce qui prime dans un organisme ou par rapport à la gouvernance communautaire, c'est qu'on doit connaître nos statuts et règlements. On ne conduit pas l'auto sans connaître les règles de la route. Alors, si on siège comme bénévole sur un conseil d'administration, on devrait, parce qu'on appelle ça jurisprudence, par souci de l'organisme ou par professionnalisme, même si on est des bénévoles, parfois on est des professionnels aussi, on doit connaître nos statuts et règlements. Comme employé, comme dirigeant, comme directeur général, on doit connaître les statuts et règlements, on doit connaître les règles de la route. Alors ça, c'est le premier aspect qui est très important. J'ai devant vous ce que j'appelle la ligne d'autorité. Et ça, c'est écrit avec mon doigt sur mon iPad et j'ai fait un genre de screenshot. Alors, c'est pas très, très beau, mais c'est lisible. Alors, je vais juste vous expliquer que ce que j'essayais de démontrer là-dedans, c'est vraiment un sablier. Et dans le haut du sablier, on a ce qu'on appelle l'AGA, l'Assemblée générale annuelle, que dans la gouvernance communautaire est l'autorité le plus élevée. C'est l'autorité qui prime. L'Assemblée générale annuelle font l'élection des membres du conseil d'administration, et c'est ça, le CA, le conseil d'administration. Alors, le conseil d'administration a été élu par les membres. Alors, c'est comme n'importe quelle élection. On dit, alors moi, je vote pour Denis, que Denis et Carole et Maryse soient les membres qui vont me représenter au sein de cet organisme-là. Alors, je suis membre de la CFA et je vote à l'AGA pour des représentants qui vont être ma voix. Alors, le conseil d'administration, ensuite, eux, font l'embauche d'une direction générale. Et c'est ça, ça plaît d'un O puis un je sais pas quoi, là, mais c'est un DG. Alors, le DG est vraiment le milieu de tout ça et c'est là où ça devient très, très étroit. Parce que après le DG, ça revient plus large parce que sous l'autorité de la direction générale, il y a ce qu'on appelle les employés de soutien. Et les employés, eux aussi, ensuite, desserrent ou sont vraiment les exécutants, ce qu'on appelle, font le travail de terrain et qui répondent aux besoins des membres. Mais les membres, ensuite, c'est vraiment l'autorité ultime et les membres peuvent seulement exercer leur pouvoir lorsqu'ils sont à l'Assemblée générale annuelle et c'est de là vient la flèche rouge qui remonte vers le haut à l'Assemblée générale annuelle. Alors, c'est vraiment la ligne d'autorité. Alors, il y a différents modèles ou façons d'interpréter ce schéma, mais ça vous donne un petit peu d'un aperçu de la ligne d'autorité. Ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit exercice de suivre cette ligne d'autorité-là à travers de différentes questions. Je vais vous poser des questions à savoir à qui revient la responsabilité. Alors, je vais vous donner, là, je vais juste vous expliquer on va faire des pôles. Alors, Marika va vous envoyer les A, B, C ou D. Alors, je vais vous donner, à titre d'exemple, je vais vous donner un titre de quelque chose et une responsabilité et j'aimerais que vous vous répondez par le pôle si vous croyez que cette responsabilité-là est la responsabilité du conseil d'administration, de la direction, des employés de soutien ou est-ce que c'est la responsabilité de tous? Et quand je dis tous, je veux dire et le conseil d'administration, et la direction, et les employés. Alors, on va s'essayer. On va essayer avec la première, voir si ça fonctionne, parce que j'aimerais savoir, on va tester. On est nouveau là-dedans. Alors, la première question, c'est à qui est la responsabilité de surveiller le budget? Est-ce que c'est conseil d'administration A, direction B, employé C ou tous? Alors, je vois les réponses rentrer. Et
Je ne sais pas quand est-ce qu'on va savoir. OK, je vois les nombres de votes. OK, c'est bien. Parfait. Lorsque tout le monde aura voté, alors je vois qu'on a plusieurs réponses pour le conseil d'administration, quelques réponses pour direction et plusieurs réponses pour tous. Et je vois que personne n'a choisi employé. La bonne réponse, c'est le conseil d'administration, c'est A. Vraiment, la responsabilité de surveiller le budget, c'est au conseil d'administration. Et vous allez comprendre plus tard pourquoi que c'est pas vraiment à tous. C'est pas aux employés de surveiller le budget. La direction fait d'autres choses avec le budget, mais la bonne réponse, c'est vraiment A. On va passer à la prochaine question. On va s'amuser. Oups, ça avance pas. Non. Là, Mathieu, elle n'avance pas. Hein? Tu l'as envoyé? OK. Alors, la prochaine, c'est approuve la planification stratégique. Alors, à qui est la responsabilité d'approuver la planification stratégique? Est-ce au conseil d'administration, à la direction, aux employés ou à tous? La planification stratégique, c'est vraiment le plan souvent sur 3 ou sur 5 ans de la direction auquel l'organisme veut se diriger. C'est le rêve, c'est le plan d'action, c'est le plan d'avenir de l'organisme. On se projette dans l'avenir, puis on se dit, aujourd'hui, on est ici, mais dans 5 ans, on veut être rendu à une telle place. Alors, je vois les réponses rentrer et juste pour vous dire, approuver la planification stratégique revient aux membres du conseil d'administration. C'est à eux d'approuver. La direction prépare, les employés nourrissent, les membres vont souvent donner des suggestions au conseil d'administration ou à tous, aux employés, à la direction et au conseil d'administration. Mais l'approbation, le mot final de la planification stratégique revient au conseil d'administration. On va passer à la prochaine question, qui est donne une structure de fonctionnement pour le conseil d'administration. Alors, c'est à qui de donner une structure de fonctionnement? Comment qu'on veut fonctionner au conseil d'administration? Combien de réunions qu'on veut avoir? La durée sais-tu, la plus grande responsabilité d'un conseil d'administration, c'est de remplacer les membres. Si quelqu'un veut quitter, la présidence dit, c'est la fin de mon terme, je ne vais pas renouveler. À qui revient la responsabilité de remplacer les membres du conseil d'administration? Est-ce au conseil d'administration même? Est-ce à la direction? Est-ce que c'est aux employés ou est-ce que c'est à tous? Alors, c'est vraiment la plus grande responsabilité, c'est au conseil d'administration. Qui est responsable de sa gestion? Et je vois les réponses rentrer et je suis vraiment contente de voir que oui, c'est vrai que ça peut être la responsabilité de tous et c'est certain que la direction peut avoir une portion de cette responsabilité-là, mais vraiment la responsabilité de donner la structure de fonctionnement au conseil d'administration revient aux membres du conseil d'administration. Alors, s'il y a un membre qui quitte le conseil d'administration, qui décide de quitter, c'est la balance du conseil des membres qui siègent qui ont la responsabilité de trouver un remplaçant. Idéalement, la personne qui quitte trouverait quelqu'un pour les remplacer, mais c'est vraiment au conseil d'administration de décider comment ils vont mener la campagne de recrutement pour trouver des représentants, tout en respectant leur statut règlement. On va passer au prochain. Prochaine question. Approuver les états financiers présentés à l'Assemblée générale annuelle. À qui revient la responsabilité d'approuver les états financiers
présentés à l'Assemblée générale annuelle? Est-ce que c'est A, conseil d'administration, direction, B, ou C, employés, ou tous, D? Les états financiers qui sont présentés à l'Assemblée générale annuelle doivent être approuvés avant d'être présentés à l'Assemblée générale annuelle. Alors, croyez-vous que c'est à la direction de faire ça, d'approuver, avant de présenter aux membres? Et on a vu bien que les membres sont l'autorité ultime d'un organisme. Alors, c'est certains qui ont un souci de la bonne gestion financière de l'organisme et doivent voir à la bonne gestion. Alors, la bonne réponse, là, c'est au conseil d'administration. C'est le conseil d'administration qui vont recevoir les états financiers préparés par le vérificateur et qui vont les approuver avant qu'ils soient présentés aux membres à l'Assemblée générale annuelle. Cette étape-là est très importante parce que les membres du conseil d'administration, devant le membership, doivent pouvoir expliquer et défendre, justifier comment qu'ils ont dépensé les argents et comment les octrois qu'ils ont reçus, comment ils ont géré les octrois. Et ils doivent être capables d'expliquer ça aux membres parce que c'est les membres qui les ont élus. Alors, c'est vraiment cette responsabilité-là revient aux élus. On va passer à la prochaine. Merci. Comprend et approuve les politiques. Alors, on a plusieurs questions sur l'écran, mais si on veut commencer avec la première, qui comprend et approuve les politiques. Alors, à qui revient la responsabilité de comprendre et approuver les politiques? Est-ce le conseil d'administration, la direction, les employés ou tous? Alors, A, c'est le conseil d'administration, B, c'est la direction, C, employés, et D, c'est tous. Je vois les réponses. C'est ça, vous pouvez répondre à la deuxième question aussi, qui est contrôle et exécute. Ça dit contrôle et exécute. Oui, c'est ça. À qui est la responsabilité de contrôler et exécuter les tâches de l'association ou de l'organisme? Ça, c'est la deuxième question. Alors, si vous voulez répondre à question 1 et 2, vous pouvez les répondre les deux, puis on va procéder aux réponses quand tous auront voté. On a deux questions parce qu'on a plusieurs questions. On veut que ce soit interactif. Vous êtes assis à Amazon devant un écran, c'est moi qui parle. Alors, il faut que vous faites quelque chose à l'autre bout. Ce n'est pas juste moi qui va travailler ce soir. Quand on parle de comprendre et approuver les politiques, on parle de politique de déplacement, de remboursement des frais. On peut trouver différents types de politiques. À la Fédération des parents, on a une politique pour les prix d'excellence qu'on offre, le prix Manon Boutier. On a des politiques sur le colloque annuel, combien qu'on offre aux régions pour déplacer les gens. Je crois que la CFA provinciale aussi a différentes politiques quand ça vient à déplacer les gens pour venir au congrès annuel. On peut trouver aussi des politiques en communication, politiques de gestion des ressources humaines. Alors, c'est ça, c'est le contenu de ces politiques-là, comme directrice générale, je trouve, si ça fait 2 ou 3 fois qu'on ramène à l'ordre du jour, qu'on discute en réunion la même question, puis qu'on se dit, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Je me souviens plus qu'est-ce qu'on a fait l'année passée. Alors, quand on se questionne, puis on revient toujours à prendre des décisions sur le même sujet à plusieurs reprises, c'est souvent le signe qu'on a besoin d'élaborer une politique. Alors, ces politiques-là deviennent genre permanent. Alors, c'est une décision permanente. On prend la décision une fois, on la documente et ça devient une décision permanente. Alors, c'est ça que c'est une politique. Alors, je vois que les votes sont rentrés
Et vous avez absolument raison, le conseil d'administration est l'autorité qui est responsable de comprendre et approuver les politiques. Pas juste les approuver, mais aussi de comprendre le contenu. Ils vont aider à développer le contenu, ils vont les approuver, et puis, alors, ils doivent les comprendre. La deuxième question qui était qui contrôle et exécute? Ben, c'est ça le poste d'une direction générale. Alors, la bonne réponse là, c'était vraiment B. Alors, le contrôle du budget, l'exécution des tâches, c'est ça le rôle d'une direction générale, c'est vraiment l'exécution et le contrôle de tout ce qui se passe. Merci beaucoup de votre participation. On va passer au prochain. Oh, on a-tu d'autres? On a une autre. OK. Troisième question. Participe à l'élaboration des politiques. Alors, l'élaboration des politiques, la bonne réponse là, c'est D. C'est vraiment tous. Quand j'ai dit une décision, lorsqu'on élabore une politique devient une décision permanente. Cette décision-là peut avoir des effets sur le travail tous les jours des employés. Alors, les employés souvent vont nourrir le contenu d'une politique. La direction générale va probablement préparer l'ébauche d'une politique et le conseil d'administration vont l'approuver. C'est tout? Ah, c'est la fin? Ah, OK. Alors, c'est ça quand ça vient. Oh, c'est la dernière question qu'on a? OK. OK, excuse, on a des petites questions techniques. Alors, c'est vraiment la participation de tous. Alors, ça termine le petit poll que j'avais, les questions que j'avais à vous donner, que je demandais votre participation. Où est-ce que j'étais rendue? Non, ça ne bouge pas non plus. Hein. Non, ça ne bouge pas. Ça ne change pas de suite. OK, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Là? Là, on va retourner, on va passer aux tuiles. Merci beaucoup d'avoir participé au poll. On n'a pas eu le temps de préparer toutes les questions comme ça pour vous permettre de participer, mais on va continuer avec d'autres parce que j'en avais d'autres catégories comme ça. Comprend et approuve le participe à l'élaboration. OK. Prochaine question, c'était comprendre et approuve le budget annuel. Alors, de comprendre et approuver le budget annuel est une responsabilité qui revient au conseil d'administration encore. Tantôt, on a dit comprendre et approuver les politiques. C'est une responsabilité du conseil d'administration. Même chose pour le budget. Quand ça vient à gestion financière, c'est vraiment au conseil d'administration d'approuver. Implanter des politiques. Une fois qu'ils sont approuvés, compris par le conseil d'administration, l'implantation des politiques revient à une responsabilité de la direction et aussi des employés. Alors, c'est eux qui sont sur le terrain, qui travaillent tous les jours. Comme on a dit, c'est une décision permanente prise par le conseil d'administration. Donc, quand ça vient à l'exécuter, le contrôler, c'est vraiment le rôle de la direction. Identifier les lacunes dans les politiques. Parfois, on prend une décision et ensuite, quand la direction et les employés essayent d'implanter, des fois, ça ne marche pas toujours. Alors, identifier des lacunes dans les politiques, c'est une responsabilité qui revient à la direction et aux employés. Parce que c'est ça, c'est eux qui sont sur le terrain et des fois, quand ils vont pour l'implanter, ben, ça ne marche pas toujours. On va passer à la prochaine. Agit comme secrétaire au sein de tous les comités. La personne qui doit agir comme secrétaire au sein de tous les comités, c'est la direction générale. C'est vraiment quand on a parlé de exécute et contrôle, c'est la direction qui doit être à l'affût de le contenu des décisions du conseil d'administration. Alors, si on établit des sous-comités, la direction devrait siéger sur le sous-comité. Ils n'ont pas nécessairement le droit de vote,
Ils ont le droit de parole, ils peuvent contribuer, tout ça, mais c'est vraiment le secrétaire, la personne qui nourrit, qui apporte les ressources et qui offre le soutien. Prépare l'ébauche des politiques. Quand on parle de l'élaboration des politiques, c'est vraiment à la direction générale de préparer l'ébauche des politiques pour les présenter au conseil d'administration. Alors là, la bonne réponse, ça serait la direction. Encore, l'ébauche de la planification stratégique. Ça aussi revient une responsabilité de la direction. Alors là aussi, la réponse, tout ce qui est préparé, contrôlé, exécuté, revient la responsabilité de la direction ou aux employés. Et tout ça doit ensuite être approuvé et compris par les membres du conseil d'administration. Approuve les activités de la programmation et du plan d'opération. Et là encore, la bonne réponse serait conseil d'administration parce que c'est eux vraiment, encore, ça sera la direction et aux employés de préparer une ébauche de programmation et d'opération et c'est au conseil d'administration de l'approuver. Qui gère, à qui est la responsabilité de gérer le budget? Et là, la bonne réponse, ça serait la direction. Le conseil d'administration le surveille. On a vu ça au début, quand on a commencé le pôle. C'est au conseil d'administration de le surveiller, mais le jour à jour de la gestion du budget revient la responsabilité de la direction générale. La direction va présenter des états financiers au conseil d'administration. Le conseil d'administration va surveiller que le budget, on suit, puis qu'on n'est pas soit en déficit ou on n'a pas un énorme surplus qui s'annonce. Mais c'est vraiment pas, la leçon à apprendre là-dedans, c'est que c'est pas au conseil d'administration de gérer le budget, de décider où qu'on devrait dépenser l'argent, à quel moment, puis combien qu'on devrait payer pour différentes affaires. Ça, c'est vraiment la gestion journalière qui revient à une responsabilité de la direction. Préparer l'ébauche du budget. L'ébauche du budget est présentée au conseil d'administration pour être approuvée et ça revient à la responsabilité de la direction. Souvent, la direction va peut-être le travailler avec le trésorier du conseil ou trésorière du conseil d'administration pour assurer qu'il est bien compris par le représentant élu au conseil d'administration. Mais cette responsabilité-là vient vraiment de la direction. Approuve le plan d'opération annuel. Ça, c'est vraiment au conseil d'administration d'approuver le plan d'opération annuel. C'est à direction de préparer et de présenter, mais c'est au conseil d'administration d'approuver. Agir comme ressource pour certains comités. Cette question est toujours un petit peu question piège parce qu'on dit pour certains comités. On a vu tantôt que la direction agit comme secrétaire sur tous les comités. Alors ici, agir comme ressource pour certains comités est quelque chose qui revient aux employés. On peut créer des sous-comités où ce qu'on demanderait une expertise dans un domaine et là, on pourrait faire appel aux employés qui siègent sur ces sous-comités-là. Parce que souvent, ces employés-là ont plus de contact avec les membres que les membres du conseil d'administration qui viennent aux réunions quelquefois une fois par mois ou un certain nombre de fois par année. Et la direction qui est beaucoup entre les membres du conseil d'administration et pas toujours sur le terrain, souvent en réunion, en déplacement, en formation. Tandis que les employés, c'est vraiment les gens qui sont là tous les jours. À titre d'exemple, à l'Institut Guy Lacombe, on a établi une politique pour la gestion de la bibliothèque. Et pour élaborer la politique, on a invité l'employé qui s'occupe tous les jours de la sortie, la rentrée des livres. Et alors, elle a siégé sur le comité, puis elle a pu nourrir l'ébauche de la politique qui a été préparée par la direction et ensuite approuvée et compris par le conseil d'administration. Offre les services à la communauté. Et ici, je l'ai dit plusieurs fois déjà, mais c'est vraiment la responsabilité des employés à offrir les services à la communauté. C'est eux qui sont sur le terrain et c'est eux qui vont livrer les programmes sur une base quotidienne et mensuelle.
prépare l'ébauche du plan d'opération. Quand on parle encore d'ébauche, on revient à une responsabilité de la direction. Responsable de l'embauche, l'orientation, la gestion de la performance et le remerciement des employés. Quand je vous ai montré au tout début l'entonnoir ou le sablier, on a vu que la direction générale était dans le milieu du sablier, que les employés étaient sous son autorité, que le conseil d'administration était en haut. Alors ici, la responsabilité de remerciement des employés revient à la direction et pas au conseil d'administration. Et c'est certainement pas la responsabilité de tous, parce que ça serait pas le fun. Alors, c'est ça. Recommande l'achat de ressources et matériels pour l'offre d'un programme. Et ça revient à la responsabilité des employés parce que c'est eux qui sont sur le terrain tous les jours. Alors, la direction, quand elle prépare une ébauche de budget qui sera plus tard approuvée par le conseil d'administration, est souvent nourrie par les employés qui disent « on a vraiment besoin de remplacer telle chose. L'année passée, on a manqué de telle affaire. On a besoin de changer de l'équipement de bureau. » C'est eux qui travaillent tous les jours, qui ont peut-être besoin de formation, d'équipement, de renouveler le matériel du bureau. Alors, c'est eux qui nourrissent beaucoup l'élaboration du budget par la direction de l'organisme. Demande l'approbation des dépenses. Alors ça revient à une responsabilité des employés. Vu que la direction contrôle et gère le budget, les employés doivent demander approbation de la direction. Explique les programmes et services à la communauté. Ça revient à une responsabilité Actuellement, ça, c'est vraiment une belle question parce que ça revient à une responsabilité de tous. Membres du conseil, direction et employés sont tous responsables d'être ambassadeurs de l'organisme qu'ils représentent. Participe à l'élaboration de la programmation annuelle et ça aussi, ça revient à une responsabilité de tous. Les employés vont nourrir l'ébauche que la direction va préparer. Quand la direction la présente au conseil d'administration, les membres du conseil d'administration peuvent eux aussi, à ce moment-là, faire des ajustements avant de l'approuver. Alors, c'est vraiment une responsabilité de tous. Recommande des programmes, activités et services. Ça aussi revient une responsabilité de tous. Je viens d'expliquer juste avant que chacun a l'occasion de nourrir les programmes et les services, de faire des ajustements. Quand on vient à l'élaborer. Participe à l'élaboration de la planification stratégique. Ça aussi, c'est une responsabilité qui revient à tout le monde. C'est que les employés peuvent nourrir l'ébauche préparée par la direction, qui est ensuite présentée au conseil d'administration. Et quand le conseil d'administration le reçoit, ont toujours l'occasion de faire des ajustements avant de l'approuver. Responsable de l'embauche, l'évaluation, la gestion de la performance et le remerciement de la direction générale. Et ça revient à une responsabilité du conseil d'administration. Le conseil d'administration a seulement un employé et c'est la direction générale. Et la direction générale, comme on a vu tantôt, est responsable de l'évaluation ou de la gestion de la performance de tous les employés. Interprète les besoins des membres et de la communauté. Ça aussi, ça devient une responsabilité de tous et des membres du conseil d'administration et de la direction et des employés. Avant de terminer, je veux vous parler de vraiment, c'est assez simple gérer un organisme but non lucratif dans le milieu associatif. Et il y a 9 principes qui sous-entendent sa gouvernance. Et les 9 principes sont devant vous, sont d'exprimer et communiquer la vision, de se concentrer sur la planification stratégique et les grandes lignes directrices. Alors, les 2 premiers points disent que, comme membre d'un conseil d'administration, on doit, et même le 3e point, se concentrer sur l'organisme entier.
C'est vraiment qu'on doit, comme membre de conseil d'administration, voir le grand portrait et pas trop s'impliquer dans la gestion tous les jours. On parle souvent de la direction générale est dans la cuisine et les membres du conseil d'administration sont dans le salon. Et le salon demande vraiment une discussion des grandes lignes et de la vision et de la mission de l'organisme. Est-ce qu'on fait les bonnes choses? Est-ce que c'est vraiment là où qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on fait répond à notre mandat? Alors, c'est vraiment les lignes directrices. Et si un membre n'est pas prêt à défendre la vision, n'est pas d'accord avec la planification stratégique, ne peut pas être trop devrait peut-être pas siéger. Alors, le quatrième point, ça dit entre une société c'est pas entre, c'est être une société qui doit travailler en équipe. Et une société qui travaille, un conseil d'administration peut être formé de 5 à 12 membres, 17, 3. Faut que ça soit plus que 3, là. 3, c'est le minimum, mais je pense pas qu'il y a de maximum. Peu importe le nombre de membres qui siègent sur un conseil d'administration, ces gens-là doivent travailler en équipe. C'est-à-dire que les gens doivent travailler d'une seule voix, qui est le prochain point. Et souvent ici, j'explique que si on est 5 personnes autour de la table et toutes les 5 pensent pareil, ben on a peut-être besoin d'être juste une personne. C'est important d'avoir une divergence d'opinion, mais c'est aussi important de projeter une image que l'organisme est bien géré. Alors, ce que ça veut dire, c'est quand une décision est prise et les membres votent sur la décision qui est prise, la décision, on ne peut pas revenir sur la décision. Alors, disons, moi, j'ai voté contre cette proposition-là, mais la proposition passe parce que la majorité des membres étaient d'accord. Après que la décision est prise, je dois être, comme membre du conseil d'administration, je dois être d'accord avec cette proposition-là, parce que c'est ça la voie démocratique. C'est ça la démocratie. C'est comme le gouvernement. J'ai peut-être pas voté pour, mais là, présentement, c'est un différent climat, mais disons, on n'a pas voté pour les gens qui sont élus, mais ils sont élus. Ça devient quand même nos représentants et nos porte-paroles. Alors, on n'a pas le choix que d'acquiescer puis de travailler avec ces gens-là. Alors, c'est la même chose dans le fonctionnement démocratique, dans la gouvernance communautaire. Diriger le travail de l'organisme, c'est toujours le mandat, comme j'ai expliqué, de surveiller, d'approuver, de comprendre. C'est ça le travail de direction, d'une direction ou d'un conseiller au sein d'un conseil d'administration. Être responsable de sa propre gestion, on en a parlé tout de suite au début. Si un membre quitte ou si on manque de représentation dans un certain secteur sur notre conseil d'administration, c'est au conseil d'administration de remplacer ces gens-là ou d'aller les chercher. Souvent, on pense que c'est aux employés d'essayer de trouver les membres qui vont siéger au conseil d'administration, mais c'est pas leur responsabilité. C'est vraiment la responsabilité des gens qui siègent là. Et les 2 derniers points, embaucher, superviser et congédier seulement un employé. Le conseil d'administration a seulement un employé, c'est la direction générale. Ils ne sont pas responsables de l'embauche des autres employés. Ça, c'est la responsabilité. C'est pour ça que vous embauchez une direction générale, c'est de gérer des ressources humaines. Et le 9e et dernier point, éviter de prendre des décisions concernant la direction des opérations. C'est ça. C'est d'éviter d'aller dans la cuisine puis de rester dans le salon où ce qu'on doit être. Et la même chose va pour la direction aussi. La direction générale n'a pas de pouvoir décisionnel. La direction générale est vraiment une personne qui gère et contrôle. Elle donne de l'information, mais c'est pas la direction qui prend les décisions. Les décisions reviennent au conseil d'administration. Alors ça, c'est vraiment les 9 principes. Et si vous voulez en savoir plus, parce que c'est évident dans 45 minutes qu'on ne couvre pas tout, j'ai devant vous une série de guides et il y en a 9. Il y a 9 guides. Peux-tu montrer les 2 autres? Alors, c'est ça. Ça s'appelle les guides pratiques pour une gouvernance stratégique.
Et il y a 9 livres dans cette série. Et c'est ça, ils vont si tu retournes en première tuile, ils vont de le rôle du président, le rôle de la direction générale en action, comprendre votre conseil d'administration en 20 réponses. Ce sont des petits livres avec beaucoup d'informations vraiment rapides à lire. Hier soir, justement, j'ai lu le tout dernier, si on va à la dernière tuile, le directeur général en péril. C'est au sujet de la perception et puis pourquoi que tout d'un coup, on aime bien notre direction générale, puis là, tout d'un coup, ça va pas tellement bien. Le petit livre explique un peu les différents enjeux qui entourent l'embauche, la supervision d'une direction générale. Alors, excellentes ressources. Ils sont disponibles à la bibliothèque de l'Institut Guy Lacombe si vous voulez les emprunter. Mais si vous les notez, je pense qu'ils sont pas tellement chers, vous pouvez les commander en ligne. Alors, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est la fin de ma présentation. Je ne sais pas s'il nous reste du temps pour des questions. Tout à fait. Donc, on a reçu beaucoup de questions. On va essayer de passer en 15 minutes à travers le plus que possible. Donc, merci Mireille, vraiment enrichissant. Donc, la première question demande, en fait, c'est quoi la différence entre le CA et la direction? Et est-ce que les membres du CA peuvent être aussi dans la direction? OK. La différence entre le conseil d'administration et la direction, c'est que le conseil d'administration sont des membres élus par le membership. Et la direction, c'est vraiment quelqu'un qui applique pour un poste et qui est rémunéré. Souvent, dans les statuts règlements, il y a une clause qui dit qu'on ne peut pas siéger sur un conseil d'administration et être rémunéré par l'organisme. Alors, une direction ne peut pas siéger sur un conseil d'administration, mais tout dépend de vos statuts et règlements. D'accord, parfait. Et il y a une autre question qui nous demande, est-ce qu'un membre du conseil d'administration, quand un membre du conseil d'administration démissionne de son poste, comment est-ce qu'on met au courant les membres du CA et comment est-ce qu'on remplace le poste vacant? Donc, quel est le processus en place? Quel est le processus pour remplacer un membre? Oui, exactement. Chaque organisme a différentes façons de fonctionner. Pour nous, je peux vous dire que, de mon expérience, le meilleur modèle que j'ai vu, c'est ce qu'on a présentement à la Fédération des parents. C'est que comme directrice générale et employée, nous avons créé des outils. Alors, on a un petit dépliant qui explique qu'est-ce que c'est, quel est le rôle d'un membre du conseil d'administration, quelles sont les tâches, qu'est-ce qu'ils ont à faire, pourquoi le faire, quelles sont les récompenses. Et les membres du conseil d'administration utilisent cet outil-là pour approcher d'autres gens qui pensent seraient des bons membres qui pourraient siéger chez nous. Alors, c'est à la direction et aux employés de fournir des outils, mais ensemble, avec le conseil d'administration, on a déterminé des stratégies, c'est-à-dire j'ai payé le déplacement ou on a payé le déplacement pour envoyer quelqu'un dans la région de Bonnyville pour aller rencontrer des membres et leur parler. Alors, c'est ça. Comme direction générale, j'offre un soutien aux élus bénévoles qui puissent aller approcher d'autres possibles élus bénévoles. Alors, c'est comme ça qu'on fait le recrutement. Ah, d'accord, parfait. Et une autre question, la personne voudrait savoir qui est ou qui sont en charge de rédiger les textes internes au règlement, en fait, texte ou règlement interne d'une organisation et comment est-ce qu'on le fait approuver par le CA? Donc, qui doit décider du contenu, en fait? Du contenu de? Les textes internes ou règlements à l'intérieur d'une organisation. Donc, j'imagine que c'est par rapport peut-être aux ressources humaines ou les manuels de... OK, alors on parle de politique? Oui, sûrement oui. Les politiques sont vraiment, l'autorité finale, c'est le conseil d'administration. Alors, on les nourrit. Normalement, une politique, elle est présentée en 3 lectures au conseil d'administration. Parce que souvent, on va peut-être dire, on va lire, puis on va comprendre une certaine chose. On va quitter la réunion, on va discuter avec quelqu'un, on va faire de la recherche, puis on va revenir pour dire, finalement, je suis pas trop d'accord, c'est pas exactement ce que j'aurais voulu. Alors, on doit donner du temps entre les politiques avant de les mettre en œuvre. Alors, les politiques passent normalement en 3 lectures. Ça peut prendre jusqu'à 1 an avant d'entériner une politique que le conseil d'administration soit confortable avec. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, je pense que ça a répondu, oui. Donc, l'autre question, est-ce que le CA peut être dissous? Si oui, en quelles circonstances? Normalement, cette clause-là se retrouverait dans vos statuts et règlements.
D'accord. Je ne pourrais pas répondre. J'ai jamais vu un conseil d'administration être dissous, mais je crois qu'il y a des clauses dans les statuts règlements à cette fin. D'accord. Dans les prises de décision, est-ce qu'il arrive un moment où la direction est prioritaire sur le CA? Est-ce que ça peut arriver que la décision de la direction prenne priorité sur le CA? Exemple, je vais vous dire, exemple. Si le conseil d'administration a approuvé le budget, la direction générale a l'autorité de travailler à l'intérieur du budget. Alors, le conseil d'administration n'a pas d'autorité de décider sur comment que les argents vont être dépensés parce qu'ils ont déjà pris la décision. Le conseil d'administration prend la décision une fois. Ils disent, on va dépenser 150 000 en salaire cette année, et puis ça se limite à ça. La direction générale regarde ça et dit, j'ai 150 000 pour dépenser en salaire cette année. Alors, je sais que je peux embaucher 3 personnes, 2 personnes, 4 personnes. Là, ça devient ou des gens à temps partiel. Alors, c'est là où se limite, où est la ligne de décision. Il y a des décisions qui ne reviennent pas à la direction générale et puis c'est souvent, comme je parle de l'élaboration de politique. S'il n'y a pas une politique en place, autre que le budget, s'il n'y a pas une politique en place, j'essaie de penser à un exemple, ça ne me vient pas tout de suite, mais peut-être avant la fin de la session. Alors, j'espère que mon exemple de budget a pu répondre à la question. Parfait, merci. Quelle est la différence entre un DG et un conseil exécutif, donc la direction générale et le conseil exécutif? L'exécutif, ben justement, d'après, si vous avez le temps de trouver les petits livres, ce que j'ai compris, et je pense que pour moi, à la Fédération des parents et à l'Institut Guy Lacombe, j'utilise un modèle qui est un peu différent des autres. Un exécutif est vraiment pour épauler la direction générale. Je dirais que quand on a plusieurs décisions à prendre et il y a peu de politique en place, on a peut-être besoin d'utiliser un exécutif. Mais une direction générale, c'est un exécutant. Alors, à la Fédération des parents et à l'Institut Guy Lacombe, j'ai pas d'exécutif. J'utilise très peu. J'utilise que le conseil d'administration parce que le conseil d'administration établit les politiques. Ils me donnent la planification ou le plan d'opération. Alors, ils disent, j'ai la feuille de route pour toute l'année. Alors, j'ai pas besoin de revenir au conseil d'administration pour chaque décision. Alors, quand vous n'avez pas ces choses-là en place, c'est là où un exécutif devient nécessaire. C'est pour aider ou épauler la direction générale dans la prise de décision. Mais pour moi, si ces choses-là sont en place, j'ai pas besoin d'exécutif. Ça dépend de la modèle de gestion. D'accord. Ou les outils que vous avez en place. Parfait. À la phrase « agir comme secrétaire au sein de tous les comités », la réponse était DG. Donc, est-ce que ce serait à la direction de prendre les notes et de faire le procès verbal? Absolument. Oui, absolument. C'est pour ça qu'on dit agis comme secrétaire. C'est vraiment à la direction d'assurer le suivi de la documentation. D'accord. Une autre question, est-ce qu'un bénévole peut être contre un point du budget? Donc, est-ce qu'un bénévole, en fait, il a un dire sur ce qui est le budget et tout de l'organisation? Est-ce qu'un bénévole peut être contre un point du budget, donc un point qui est amené, ou est-ce qu'un bénévole a des dires sur tout ce qui est budget dans l'organisation? Ben, absolument, mais ça aussi encore, ça revient une fois par année lorsqu'on approuve le budget. Et c'est là où les bénévoles qui siègent au conseil d'administration, c'est pas juste approuver le budget, mais les membres doivent comprendre le budget. Alors, moi, j'ai déjà vu où un budget a été présenté, puis les membres ont dit aussi, il y avait peut-être 2 ou 3 personnes qui n'étaient pas confortables parce qu'ils ne comprenaient pas le budget. Alors, ça n'a pas été approuvé. Comme bénévole, si vous n'êtes pas confortable avec le budget, approuvez-le pas. Puis, mais encore, ça revient à la démocratie. Si on est 7 personnes et 4 personnes sont d'accord ou sont confortables avec puis sont prêts à l'approuver et 3 ne le sont pas, le vote va emporter, la majorité vont emporter, alors le budget sera approuvé. Parfait. Et ça va être une dernière question. Donc, lorsqu'un groupe s'organise pour devenir un organisme à but non lucratif et il va constituer un CA, donc quels sont les postes qui doivent absolument être occupés et pourquoi?
Ça dépend de vos statuts règlements et ça dépend si vous êtes un ACFA régional, parce que si vous êtes un ACFA régional, il faut que vous passez par le secrétariat provincial, parce que vos statuts règlements seront établis par des ACFA Act. Et si vous êtes en train d'élaborer une société, là, je vous recommande de contacter Alberta Registries, parce que le Societies Act of Alberta ont certaines clauses qui sont obligatoires. Et je crois que c'est eux qui vont expliquer, qui vont dire quels sont les postes qui sont obligatoires à avoir à l'intérieur. C'est ça, ça dépend de vos statuts règlements, mais la base des statuts règlements viennent de Societies Act of Alberta, qui est sous la gestion de Alberta Registries. D'accord. Un suivi de la question précédente par rapport au budget. Dans le cas où est-ce qu'un bénévole n'est pas d'accord avec le budget, est-ce que c'est possible de reprendre le budget? Donc, est-ce que c'est possible de reprendre le budget, de le recommencer, de le refaire? Oui, absolument. Personnellement, j'ai déjà passé par cette expérience où j'ai présenté le budget et les bénévoles ont trouvé des lacunes ou comme j'avais peut-être oublié de mettre des choses dedans où c'était pas clair. Alors, le budget n'a pas passé et on est revenu à une prochaine rencontre avec plus d'informations. Alors, c'est ça. Le budget peut pas aller de l'avant tant que les gens ne sont pas d'accord ou que la majorité emporte. Personnellement, comme directrice, je préfère que tout mon CA soit d'accord et pas juste la majorité, parce que c'est important que le conseil d'administration dans son entier comprenne bien le budget et maîtrise et qu'il soit d'accord. Parfait. Et une dernière question. On attend pour une dernière. Notre organisme n'a pas de DG, seulement un CE et une employée. Est-ce que la responsabilité d'un DG revient au CE? Au comité exécutif, pardon. Il y a seulement un CA et un comité exécutif? Il n'y a pas de DG, seulement un CE et une employée. Donc, ils n'ont pas de DG en place. Seulement un CE et un employé. Ouais. Ben, votre employé est DG, non? Moi, il me semble. OK. Ça dépend, je ne sais pas. Ça dépend de votre fonctionnement. OK. D'accord. Bon. Mais je me dis, si vous avez un employé, cet employé-là a des responsabilités. Puis c'est encore de penser cuisine et salon. L'employé est dans la cuisine et le CA et CE sont dans le salon. Ben, le CE est un peu pied dans la cuisine, pied dans le salon, là, si vous avez un exécutif. Mais c'est ça, si l'employé n'est pas une direction qui exécute, ben d'abord, le conseil exécutif devient votre direction générale. D'après ce que j'ai vu dans d'autres modèles, le conseil d'exécutif agit ou assume énormément des responsabilités. Gérer le budget, préparer. Alors, c'est eux qui préparent toutes ces choses-là, qui les font ensuite approuver par le conseil d'administration. D'accord. Dans ce cas-là, qui détermine le salaire des employés? Est-ce que la direction peut participer aux discussions sur les montants? Le salaire des employés. Le salaire des employés est déterminé par la direction générale. Le salaire de la direction générale est déterminé par le conseil d'administration. D'accord. Je vois que les questions continuent à rentrer, mais c'est vraiment tout le temps qu'on a pour la période. Merci beaucoup, Mireille, d'avoir présenté cette présentation. J'espère que vous avez tous apprécié leur contenu. Donc, j'espère vous revoir aussi aux prochaines présentations, les formations qui sont à venir, par exemple, la construction identitaire en milieu scolaire, ça va être le 18 mars à 13h30, budget 101, le 24 mars à 10h, la diversification du financement, le 30 mars à 10h, la mutualisation des ressources humaines, qui sera notre dernier, le 30 mars à 13h30, pardon. Donc, si jamais vous voulez revoir cette vidéo en rediffusion, il est possible de le visionner sur la chaîne YouTube de la CFA. Donc, je vous invite bien évidemment à visiter notre site web où est-ce qu'on va ajouter toutes les informations sur la programmation, donc les présentateurs, par qui ça va être présenté. Donc, n'hésitez pas à venir visiter notre site web au www.acfa.ab.ca. J'aimerais remercier nos partenaires d'avoir permis que cette session puisse avoir lieu. Merci encore à Mireille et j'espère vraiment vous revoir et que vous avez apprécié. Pour le reste des questions, je pense que Mireille avait mis son courriel, donc j'imagine que vous pouvez lui écrire. Elle sera un plaisir de vous répondre par rapport à la présentation. Absolument. Pour cette prochaine journée. Donc, merci beaucoup à vous tous et je vous revois très bientôt.